Bonjour tout le monde, voilà, bienvenue à le tout récent webinaire de Lingway. Donc là, cette fois-ci, sur comment générer du trafic vers le site web de votre école de langue. Comme d'habitude, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous voyez bien l'écran, si vous entendez bien ma voix? Allez dans la partie questions et vous me dites si c'est OK pour vous au niveau du son, au niveau de la vue. Ah, Ken, tu dis que tu vas bien. Amandine, super, ok, très bien. Parfait. Céline, merci. Ouais, ok, ok. Alors, je suis rassuré. On va attendre. Salut Maxime, bonjour Sandra. Donc, on va attendre que tout le monde nous rejoigne. Donc, comme d'habitude, il y aura toujours des retardaires. Il n'y a pas encore 11h30. On va être une vingtaine, 25, même plus aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours du monde qui ne peut pas venir à la dernière minute. Hein. Donc, je suis à côté de Pierre qui va faire la présentation, mais on va se présenter mieux une fois qu'on commence. Une fois qu'on commence pour du vrai. Ok, on va attendre 2 minutes. Ok, on va démarrer. Alors, bonjour Hugues, oui, bonjour tout le monde. Alors, juste voilà pour rassurer ceux qui sont présents, donc vous pouvez nous poser des questions via la rubrique questions chat à tout moment. Donc, je garantis pas qu'on va répondre tout de suite à la question, mais moi je vais veiller aux questions. Si vous avez un problème technique aussi, n'hésitez pas à nous le signaler. Tout d'un coup, tout coupe ou il y a un problème. Donc, on va veiller. On a toujours des contraintes techniques. Euh, et là, on va démarrer. Donc, encore une fois, cette session est enregistrée. Donc, après, on va mettre l'enregistrement par vidéo sur le site de Linguade d'ici la fin de la semaine. On y va. Oui, Sandra, voilà ce que je viens de dire. Il y aura une copie, comme d'habitude, à la fin. OK. L'agenda pour aujourd'hui. Donc, 1 heure encore. Donc, je suis avec Pierre Bouchard, qui est aussi un copain. Hein, ça fait 2 ans qu'on se connaît. On est dans la même ville à Saint-Cyprien. Et c'est assez marrant parce que c'est pas, voilà, on s'est rencontrés parce qu'on a nos enfants à la même école. Et ce que je ne savais pas, c'est que Pierre est un des 14 partenaires recensés certifiés de Google pour leur monétisation pour le programme de monétisation d'audience AdSense. Donc, il est vraiment Monsieur Google, un des vraiment Monsieur Google de la France. Il va souvent à Dublin, au siège européen de Google pour prendre les actualités, pour se former, pour voir toutes les évolutions les plus récentes de Google au niveau mondial. C'est un expert reconnu pas que dans la publicité, mais tout ce qui est optimisation de, du trafic, tout ce qui est publicité, tout ce qui est analyse aussi avec les outils. Et donc, j'ai demandé à Pierre s'il pouvait faire un petit tour des outils Google, euh, mais vraiment dans le métier, encore une fois, de la formation professionnelle en langues étrangères, pour donner quelques astuces à comment aider
votre site web a gêné du trafic. Donc, il a eu la gentillesse de me dire oui. Et là, il va donc présenter donc plusieurs choses. Donc, d'abord l'évolution de Google. Hein, qu'est-ce qui a changé depuis et qu'est-ce qui est important aujourd'hui, hein, parce qu'il y a toujours des évolutions très très importantes. Il va parler de AdWords, donc c'est leur process système de publicité phare. Il va expliquer un peu comment ça marche et ce qu'il faut faire. Après, donc SEO, donc c'est Search Engine Optimization, comment générer du trafic donc de façon un peu organique ou naturelle. Après, donc les outils d'analyse, il y en a deux. Hein, il n'y a pas que Analytics, il y a un autre aussi. Comment analyser le trafic sur le site, parce que c'est important d'avoir du trafic, mais c'est encore plus important, comme j'ai dit la dernière fois, d'avoir du trafic qualifié. Hein, ça, c'est très très important et de le suivre. Après, il va parler de AdSense, donc le programme avec qui il est partenaire de Google aussi. Et puis à la fin, bon, comment faire pour la suite. D'accord? Donc ça, c'est l'agenda. J'espère qu'on aura fini d'ici 45 minutes. Après, il y a quelques questions aussi, voilà, comme d'habitude. Mais bon, on a beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, encore une fois, posez des questions au fur et à mesure si vous en avez. Et là, je vais laisser place à Pierre pour démarrer avec son introduction. Bonjour Joss, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la génération de trafic ciblé. Effectivement, je remercie Joss de me donner accès effectivement à ces différentes formations pour pouvoir vous expliquer aujourd'hui un petit peu ce que je considère être comme le nouveau paradigme sur Internet, notamment dans toute la partie acquisition de trafic, qui est devenue très compliquée. Alors, comme la présentation est un petit peu fournie, je vais démarrer relativement rapidement, et dans tous les cas, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur des parties de la présentation, vous vous servez de la partie chat, on répondra à tout ça à la fin de la présentation. Alors, avant de démarrer, on va faire une petite introduction, on va faire un petit constat en fait, tout simplement parce que le web a pas mal évolué et aujourd'hui, très clairement, si on doit trouver, les stratégies de référencement traditionnelles ne sont simplement plus adaptées et efficaces. Ça, c'est le premier constat qu'on fait. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a différents leviers d'acquisition qui sont devenus importants aujourd'hui, et on va en débattre un petit peu. Le deuxième point, c'est que les internautes ont évolué également. Aujourd'hui, ils consomment des contenus sur mobile, tablette et ordinateur en passant de l'un à l'autre sans distinction particulière d'usage. C'est un vrai problème pour nous, les marketeurs, parce que avant, on avait des utilisateurs qui étaient derrière un ordinateur et sur lesquels on pouvait traquer à petit peu près tout ce qu'ils faisaient et tout ce qu'ils consommaient en termes de contenu. Aujourd'hui, on sait bien qu'on commence à rechercher de l'information sur une tablette ou sur un mobile et on finit par acheter sur le desktop. Du coup, en termes de tracking, ça complexifie un petit peu la donne également. Et si on a un site web, il faut vraiment que le site web puisse être adapté à ces différents tout à fait. aussi. En 2014, c'est devenu effectivement un prérequis très très important. Google a évolué aujourd'hui aussi. Il aime de plus en plus les marques et leurs contenus uniques à forte valeur ajoutée, et leurs résultats sont devenus très difficiles à manipuler. Donc on va voir un petit peu ce qu'était Google avant et ce qu'il est devenu aujourd'hui, et on va voir qu'il a effectivement sérieusement évolué de ce côté-là. Alors, du coup, effectivement, la question, c'est comment, dans un environnement qui ne cesse de se complexifier, on va arriver à générer du trafic qualifié sur les sites web de vos formations linguistiques. C'est la réponse et un petit peu la question qui va nous rester à l'esprit tout au long de la présentation pour voir un petit peu quelles sont les marges de manœuvre que vous avez aujourd'hui. Alors, la première partie sur l'acquisition de trafic va être celle qui concerne toute la partie référencement naturel, toute la partie Search Engine Optimization. Et aujourd'hui, il faut être très clair, le référencement classique comme on le pratiquait avant est mort. Le pratiquer comme avant, c'est vraiment la meilleure manière aujourd'hui de descendre dans les pages de résultats de Google. On doit oublier tout ce qu'on sait et se mettre à réapprendre. Qu'est-ce qu'on faisait un peu avant? C'était quoi la stratégie avant? Avant, par exemple, on se disait, alors j'ai eu la chance ou la malchance, ça dépend, de référencer sur altavista.com avant Google. C'était très facile, il suffisait de rajouter des mots-clés dans le titre, des mots-clés
dans le H1, quelques mots-clés, quelques répétitions de mots-clés dans la page. C'était répéter les mots-clés partout. Voilà, exactement. Voilà. C'était la densité. On travaillait avec la densité de mots-clés même à l'époque. Aujourd'hui, si on s'amuse à faire ça, mettre par exemple le même mot-clé dans le titre, dans le H1 et dans les textes de la page, c'est ce qu'on appelle la triplette du bourrin. C'est la meilleure manière aujourd'hui de passer en page 50 dans les résultats de recherche. Donc si on dit formation en anglais financier dans le titre, dans le headline, dans le nom du page, et puis on le met un peu partout. Et quand on le répète 4 fois dans la page, ça va devenir très compliqué pour vous d'accéder à la première page. Voilà, exactement. Bon. Aujourd'hui, de toute façon, on est dans des phases où on est en train plus de désoptimiser que d'optimiser les pages sur le site. Donc Google aime pas un point il va faire exprès de baisser la page qui est comme ça. Parce que c'est pas naturel. Une page qui a un indice de densité trop élevé, par exemple, ou qui a des expressions concurrentielles trop élevées dans le titre et dans des éléments qui sont très très importants pour les crawlers de Google, ça aujourd'hui, il va plutôt vous pénaliser parce qu'il voit bien au niveau statistique global que c'est pas naturel. Et les sites web avec une page d'accueil où on voit pas cours d'anglais, cours de français, cours d'espagnol, et tout ça, traduction, tous une petite phrase comme ça en bas de la page, ça il aime pas. Ah, ça il aime pas du tout. Et puis effectivement, il est en train de pénaliser beaucoup de sites. On a eu plusieurs algorithmes qui sont passés comme Panda et Penguin, et ça typiquement ça relève de Penguin. C'est un algorithme en fait qui sert à pénaliser en fait la mauvaise qualité des liens. Vous pouvez être sûr qu'avec des liens en footer comme ça, vous passez direct en page 50 si c'est pas page 90 sur la requête que vous visez. D'accord. Et maintenant, donc, du coup, aujourd'hui, moi, j'ai voulu vous montrer un petit peu d'où on venait et ce que c'était Google avant. Donc, effectivement, là, on a un résultat. Et avant, une page de résultats de Google, c'était comme ça. C'était relativement simple. On avait 10 résultats, on avait 10 titres, 10 URL, 10 descriptifs. Et le combat, en fait, se faisait là-dessus. Sachant que, globalement, on a 40% du trafic, on va dire, qui va aller à la position 1, 30% qui va aller à la position 2, 20% qui va aller à la position 3, puis après, c'est un peu plus compliqué pour les autres. Et je parle même pas de la page 2, si vous êtes sur la page 2, vous n'existez pas. Il faut vraiment être sur la première page. Oui, parce que sur la première page, c'est 90% du trafic. Donc après, si vous êtes sur 1 million de mots-clés en page 2, vous pouvez peut-être vous en sortir en termes de stratégie d'acquisition de trafic, mais c'est quand même sur le top 5 que se situe le combat aujourd'hui, quoi. Donc, avant, du coup, se positionner sur Google, c'était compliqué, mais voilà, on avait un environnement qui était clair. 10 résultats, et il faut essayer d'être premier. Aujourd'hui, c'est plutôt ça, une page de résultats. Donc là, on voit quand même que ça commence à être un peu costaud. Alors, je vous ai numéroté un petit peu les différentes fonctionnalités, on va dire, de la page Google. Alors la première, c'est ce qu'on appelle le Sitelink Search Box. Donc juste en dessus de la marque, si vous avez un moteur de recherche sur le site, Google laisse la possibilité en fait aux internautes d'aller rechercher directement sur votre site et faire apparaître ce petit widget. Le problème de ce petit widget, c'est que si vous êtes en deuxième position en résultat naturel, vous descendez de 30, 40, 50 pixels de hauteur. Donc en fait, vous n'avez plus la même visibilité pour les internautes qui arrivent sur cette page. En plus de ça, le point 2, vous avez ce qu'on appelle aussi des sitelinks, c'est-à-dire des accès directs aux rubriques du site. Ça marche pour les sites qui sont très très populaires ou qui ont des structures de sites qui sont très carrées. Et là, Google va arriver à détecter que tout le trafic principal va dans ces grosses rubriques du site et va les faire remonter. Donc ça, c'est naturel. Là, les petits sous-titres, là, c'est naturel. C'est Google qui fait ça. C'est Google qui fait ça. Alors, on a un petit peu la main là-dessus, puisqu'on a un outil d'analyse qui s'appelle Webmaster Tool, qui nous permet de décider ou de supprimer, par exemple, si on n'a pas envie que Job Opportunities, par exemple, apparaisse ici, on peut le faire disparaître et le faire remplacer par autre chose s'il y a des sitelinks disponibles dans Webmaster Tools. Donc on a un petit peu de maîtrise, mais effectivement c'est Google qui décide de lui-même par rapport à la popularité de votre site de faire apparaître ce genre de résultats. Ensuite, le point 3, on a le widget Google News. Donc selon les types de requêtes que vous tapez, à certains moments, des services de Google peuvent être éligibles. Là, en l'occurrence, on a une news assez récente sur le boîtier Concile qui fait que Google décide d'afficher un article du Guardian et de Screen International sur la page et sur la requête parce qu'il estime que cette news est pertinente et du coup, il affiche en fait ses propres services. Ça, c'est quoi, le communiqué de presse ou c'est Non, c'est de l'actualité, tout simplement. C'est Google News. D'accord. Ensuite, le point 4, on a aussi toute la partie Google Local Business qui s'appelle Google My Addresses aujourd'hui.
et qui permet de vous géolocaliser, de rajouter votre adresse, votre code postal et puis votre numéro de téléphone, ce qui permet à des internautes de vous appeler directement aussi. Et ensuite, il y a toute la partie Knowledge Graph Box, qui là est en fait le cœur de l'évolution de Google aujourd'hui, notamment sur la partie, on va dire, intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google essaie vraiment de répondre de manière la plus précise aux requêtes que tapent les internautes. Et là, par exemple, sur le point 5, on a en haut, on a un extrait de la fiche Wikipédia, en fait. C'est de là que provient la majeure partie des informations. Mais on a aussi toute la partie on va dire service de Google avec Google Maps, avec Google Street View qui montre la photo de l'adresse en fait du British Council. Ensuite, s'il y a des avis sur le site, Google les fait remonter automatiquement. Si l'annonceur a une page Google+, on le voit, il fait aussi remonter les posts de Google+, directement dans ce widget-là. Donc, du coup, effectivement, la petite vision qu'on avait avant, où on avait 10 places sur lesquelles se battre et se positionner, aujourd'hui, on voit bien que selon les types de produits qui apparaissent sur les pages de Google, on va devoir réfléchir soit à Google Maps, soit à Google+, soit à Google Actualité, soit à la structure de notre site. Donc, c'est quand même beaucoup plus complexe qu'avant. Donc ça c'est par exemple la marque aussi, c'est mon ami British Council. En fait, il faut qu'on soit attentionné. À gauche là, on a une petite rubrique en noir avec les 5 différents éléments. Et il faut qu'on fasse attention par rapport à la construction de notre site, que Google il est en train de regarder aussi par rapport à votre site. Voilà, les news, si vous êtes enregistré avec Google Local Business. Voilà, si vous avez une page. En fait, là-dessus, il y a Google Plus qui est sur réseaux sociaux. Donc il y a plein d'autres éléments liés à votre site qu'avant. Tout à fait. Et après, il y a deux aspects là-dessus. Il y a les éléments qui sont légitimes pour votre site et votre activité et que vous pouvez mettre en place. Et ensuite, il y a les éléments qui ne le sont pas forcément pour votre site et qui viennent parasiter en fait la page de résultats. C'est-à-dire que du coup, faire attention aux parasites, quoi. Tout à fait. Les mauvaises choses que vous voulez pas. Exactement. Afficher. Par exemple, si vous vous appelez par exemple teachingenglish.org.uk, vous voyez bien que s'il n'y avait pas l'adresse en fait du British Council au point 4 et s'il n'y avait pas le point 3 Google Actualité et s'il n'y avait pas non plus le point 2 avec les sitelinks, vous serez quasiment positionné en termes de visibilité au milieu de l'écran et vous aurez donc quasiment le double de trafic sur cette requête qu'avec une page comme ça aujourd'hui. Donc l'enjeu il est là justement, c'est de se dire par requête et par rapport au site et la manière dont évolue Google, comment vous allez arriver à vous positionner là-dessus. Tout le cœur du problème en fait et ce qui stratégiquement vous devez arriver à poser, c'est ça. Par exemple, dans votre secteur. Et là, donc, on a une requête de formation longue, par exemple. Exactement, voilà. Okay. Donc là, avant, c'est la marque de l'école. Maintenant, on a carrément un internaute qui cherche une formation longue. Voilà. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, sur cette page-là, c'est quand même très compliqué d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire que sur le point 1, on voit que c'est de l'AdWords, tout simplement. C'est des liens sponsorisés. Voilà. Ouais. Il y a le petit AD à côté qui nous montre effectivement que c'est de la publicité. Le point 2, c'est toujours de l'AdWords, mais avec des sitelinks, puisque la fonctionnalité de sitelink existe aussi pour AdWords. Donc on voit que là, sur la partie formation langue, on peut accéder directement aux formations d'anglais, d'allemand, obtenir un devis gratuit, et puis la formation en portugais aussi. Ensuite, au point 3, qui est un peu plus bas dans la page, mais que j'ai voulu vous montrer, on a AdWords avec Trustpilot aussi. C'est-à-dire que dans les AdWords, dans les liens sponsorisés, on peut aussi avoir une note, une évaluation faite par les internautes. Et comment on fait ça alors ? Comment avoir les étoiles comme ça alors, avec 4,3 ? Il y a des providers en fait de données qui existent chez Google et par exemple Trustpilot en est un. Donc vous allez sur le site trustpilot.com, vous déposez des avis en fait là-dessus, ou vous incitez vos clients à aller déposer des avis là-dessus et du coup ces avis au bout d'un moment vont être pris en compte dans AdWords. Et vous allez avoir votre note en fait, l'évaluation de votre note qui sera prise en compte directement et qui sera affichée dans Google AdWords. Et du coup, c'est vrai que certains internautes préfèrent cliquer sur les liens qui ont ce genre de mention. Donc trustpilot.com, c'est ça ? Tout à fait. Ok, bon, j'ai mis ça dans la chat. Hein. Donc si vous avez les liens là, je crois, ou voilà, quelque chose comme ça pour essayer de et vous demander à vos participants dans les stages, voilà, ceux avec qui vous êtes
très bon lien, en confiance, voilà, s'ils peuvent aller faire quelque chose là-dessus. C'est un peu ça. Hein. Ok, Donc, pardon. ensuite, vous avez la partie Google Maps tout en haut, où là, Ouais. en fait, on a tous les organismes que Google connaît dans Google Maps, ils vous les géolocalisent directement et ils vous en proposent une petite dizaine. Et comment on fait pour être dans la liste là? Alors pour être dans C'est la compliqué? liste, non, pour être dans la liste justement, il faut utiliser un des services de Google qui est Google My Addresses, qui consiste tout simplement à se référencer là-dedans pour être présent dans les différents services de Google, que ce soit Google Maps, Google Street View ou d'autres services associés, et même on peut imaginer d'autres futurs services qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais dont on sait qu'ils n'hésiteront pas à utiliser toutes les données qu'ils ont à disposition tant que ça sert en fait l'internaute. Donc après là-dessus on a toute la partie du widget Google Maps, c'est-à-dire qu'on a la Google Map qui est au point 4, mais ensuite on a le widget dans la page de résultats, ce qui est deux choses différentes hein, chez Google. Il y a la page de résultats en elle-même et puis après il y a ce qu'il y a autour de la page, et pour eux c'est quand même deux choses différentes parce que le cœur de leur business c'est quand même les pages de résultats. Et donc, 90% des internautes, ils vont cliquer sur quelque chose dans cette page-là. Oui, tout à fait. Ok, il faut absolument avoir au moins un élément ici. Voilà. Oui, voilà. L'idée, Voilà. c'est si on veut apparaître en fait dans cette page-là, on voit bien que pour notre ami Lingueo qui est tout en bas de page, il a un SEO qui est pourtant très honorable hein, puisqu'il est deuxième en fait. Si on regarde en référencement naturel, on a Formalang qui est premier et Lingueo qui est deuxième, mais on voit bien qu'être deuxième, ça suffit plus. Ok. Alors, malheureusement pour vous, ce n'est que le début. On a effectivement tout un tas de widgets aujourd'hui qui existent sur Google, sur tout un environnement de requêtes, qui peuvent aller du comparateur de vol. On voit, si vous tapez Paris-New York par exemple, vous allez voir un petit widget sortir avec les compagnies aériennes. Vous avez la même chose pour l'hôtel. Vous avez toujours dans AdWords les notations et les site links. Si vous cherchez un livre sur un auteur en particulier, on va vous proposer directement un carrousel avec avec les couvertures des livres et qui mènent directement à Google Shopping. Vous avez les résultats sportifs. Vous avez aussi toute la partie devises et finances qui est plutôt d'ailleurs en plus très bien à jour et très bien foutu. Vous avez ensuite la partie météo. Si vous tapez Weather Saint-Cyprien par exemple, vous voyez qu'il n'a pas fait très beau ces derniers jours, mais je vous rassure, il fait meilleur aujourd'hui. Et vous avez même aujourd'hui, pour quelque chose qui vous touche plutôt directement, vous avez des modules de traduction qui commencent à apparaître directement sur les pages de résultats. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le fait d'aller sur translate.google.fr et d'aller traduire son petit texte. Là, on est directement translate quelque chose d'une langue à une autre et on a le module qui s'active, qu'on peut utiliser et qui me permet de dire bonjour à Joss très discrètement. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses et effectivement ce n'est que le début parce que Google a vocation à enrichir ses widgets et à continuer à en sortir d'autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait Google aujourd'hui s'oriente vers la recherche mobile et que la recherche mobile se fait sur audio, se fait par voix avec des choses comme Siri par exemple sur Apple ou l'équivalent sur Android, et que demain vous allez dire météo Saint-Cyprien à votre téléphone et qui va vous répondre par le widget correspondant. C'est la raison de l'évolution de Google. Donc j'imagine que vous devez être un petit peu en train de paniquer, mais rassurez-vous, on va effectivement prendre une profonde respiration, on va essayer de voir un petit peu tout ça et comment on peut exister dans cet environnement qui, pour le coup, est quand même très très complexe et qui représente 90% du trafic, voire 95% aujourd'hui en France, puisqu'on sait que Google aujourd'hui, voilà, c'est le principal apporteur de trafic. On a d'autres voies. Aux États-Unis et sur le continent asiatique, on a d'autres moteurs qui se battent et qui arrivent à faire baisser les parts de Google, mais en tout cas en Europe c'est pas le cas. Google est largement l'outil sur lequel il faut être. Donc un début de réponse, enfin même la principale réponse pour le coup en 2014, c'est que le content marketing est le nouveau SEO. C'est la nouvelle manière de référencer. Aujourd'hui, vous avez déjà dû entendre que content is king, ça n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui. Ça a toujours été vrai, mais ça l'est encore plus aujourd'hui.
Donc pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les stratégies de référencement gagnantes aujourd'hui sont basées là-dessus. C'est-à-dire que les sites qui montent aujourd'hui, c'est plus les sites qui font des millions de backlinks en 3 jours, c'est plus les sites qui truffent de mots-clés leur page, c'est les sites qui savent créer des contenus à forte valeur ajoutée, des contenus qui arrivent à générer de l'émotion et qui du coup arrivent à créer du partage social, c'est-à-dire arriver à les partager sur Facebook, sur Twitter et sur Google+, par exemple. Après, quelle que soit l'activité de ces 3 réseaux, ces partages vont vous créer des liens externes, c'est-à-dire des liens sur Facebook, des liens sur Twitter, des liens sur Google+, des liens sur des blogs, des liens qui sont repris par des sites de presse, des sites médias. Et en fait, tous ces liens-là spontanés sont des liens qui sont propres et vont générer, on va dire, du trust, c'est-à-dire une notion de confiance de Google vis-à-vis de votre site sur le sujet qui est évoqué. Et en fait, cette notion-là, c'est la notion ultime en SEO aujourd'hui, et c'est elle qui va vous générer des positionnements. Donc ça, c'est une stratégie gagnante aujourd'hui en 2014. Donc on génère du contenu, on le partage dans les réseaux sociaux, et après les gens, ils partagent les liens, ça c'est le backlinks, avec ce contenu parce qu'ils trouvent qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. Et après, Google voit qu'il y a du partage, et après, il pense que votre site est bien, il commence à le remonter. Exactement. Tout l'enjeu aujourd'hui pour les sites, c'est de faire comprendre à Google qu'on fait autorité dans un domaine. Autorité. Voilà. Et pour faire autorité dans un domaine, il faut à tout prix arriver à générer cette notion de trust, puisque Google a une sorte de trust rank, comme on a eu un PageRank à une époque, on a une sorte de trust rank aujourd'hui. Alors après, on peut débattre pendant quelques semaines sur ce que c'est exactement le trust rank philosophiquement et mathématiquement, mais c'est pas le sujet. Mais par contre, c'est vraiment cette notion d'autorité qui va être importante d'essayer de mettre en place auprès de votre cible et dans votre secteur d'activité. Okay. Et ça passe obligatoirement par la création de contenu. On va voir pourquoi. Sachant que malgré ça, les fondamentaux, on va dire, du référencement restent quand même à assurer. C'est-à-dire que quand vous faites un site, il faut définir des objectifs SEO qui soient très clairs. Alors généralement, c'est assez simple de définir des objectifs SEO. On a une page qui est égale à une URL qui est égale à un objectif. Et ensuite, par rapport à ça, on va essayer de se positionner sur l'ensemble des requêtes qu'on vise ou sur l'ensemble d'une thématique plutôt aujourd'hui. C'est plutôt comme ça qu'on va raisonner. De cette définition des objectifs SEO va découler l'optimisation on-site. Ça va être les fameux titres, qu'est-ce qu'on va mettre comme titre et sous-titre, et effectivement là-dessus, éviter d'avoir la main lourde, comme on disait tout à l'heure, pour ne pas faire trop d'optimisation et rester sous le radar. Les problématiques de crawlabilité du site, c'est-à-dire que qui dit site de contenu, site avec du contenu, dit souvent problème de crawlabilité, c'est-à-dire qu'on produit des contenus, on génère des contenus, mais il faut s'assurer à tout prix que ces sites soient crawlables par Google et qu'ils soient bien indexés dans Google et qu'on arrive à bien les faire réagir. Et ça, pour les gros sites de contenu aujourd'hui, ça a été les enjeux des 2 dernières années. Ensuite, il faut s'assurer qu'effectivement, question desktop ou mobile, on ait des temps d'accès qui soient très corrects. Aujourd'hui, c'est un critère de ranking très clair sur Google. Plus votre site est rapide, plus vous allez monter, et ça l'est encore plus sur la partie mobile. Ok, donc juste pour résumer, il faut que chaque page qu'on écrit, qu'on génère un objectif de référencement. Tout à fait. On ne peut pas juste créer une page comme ça, il faut dire, bon, comment est-ce que les gens ils vont trouver cette page-là? On peut, si elle participe à l'enrichissement sémantique d'une thématique ou autre, on peut créer des pages qui n'ont pas d'objectif SEO précis, mais même quand on crée une page sans objectif de se positionner sur un mot-clé, de toute manière, on la crée dans un objectif d'enrichir une thématique. Donc finalement, ça devient un objectif SEO. Après, il faut que la structure du site soit bien faite. Tout à fait, c'est le dernier point. La structure d'aujourd'hui, il faut que la structure soit bien faite, et aussi responsive, il faut que sur les tablettes, sur les portables, on puisse facilement naviguer. C'est crucial aujourd'hui parce que ça fait 5 ans qu'on nous dit que c'est l'année du mobile. Oui, mais chaque année c'est l'année du mobile. Voilà, chaque année c'est l'année du mobile, mais cette année ça commence à devenir presque la bonne année du mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des annonceurs sont arrivés à la barre fatidique des 50% de trafic qui sont en provenance du mobile et 50% qui sont en provenance du desktop. Ce qui génère de vrais problèmes, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas responsive aujourd'hui, vous passez à côté de 50% de votre trafic que vous n'accueillez pas correctement et qui du coup ne peuvent pas vous générer les conversions que vous attendez de cette partie de trafic-là. Donc on peut dire avec confiance que quelqu'un qui cherche une formation en langue peut le faire ou va le faire sur portable. Tout à fait, tout à fait. Okay.
Aujourd'hui, d'ailleurs, dans vos stats, pour ceux qui disposent de stats sur Google Analytics, vous devez voir déjà quasiment 30 ou 40% d'accès en provenance du mobile de votre côté. Et ceux qui ont vraiment des gros volumes, vous devez approcher les 50%. Ok. Donc par contre, ce qui faisait effectivement le succès, aujourd'hui, cette petite liste, ça suffisait pour être presque premier partout. Mais ce qui par le passé faisait effectivement le succès de votre stratégie de référencement est devenu aujourd'hui un simple prérequis. Ça suffit plus, et c'est effectivement toute la partie contenu qui va jouer. Alors ensuite, on va parler d'AdWords. Parce que c'est le deuxième levier d'acquisition de trafic important, et c'est surtout un levier d'acquisition de trafic qui est rapide. C'est-à-dire que le SEO, c'est quand même quelque chose de lent. Il y a des cycles sur Google qu'il faut respecter, des cycles de crawl, des cycles de scoring, et généralement, on a un impact quand on fait des optimisations SEO qu'on peut avoir au bout de 2 mois ou au bout de 6 mois. Ça dépend un petit peu de ce qu'on fait sur le site. SEO, donc on peut attendre jusqu'à 6 mois pour avoir des résultats. Et là, par contre, si on va aller vite, si on veut des prospects tout de suite, c'est avec AdWords. Tout à fait. Okay. AdWords, parce que c'est un service, AdWords, c'est la plateforme de publicité de Google, donc c'est ce qui permet d'afficher toute la partie lien sponsorisé. Donc pour ceux qui savent pas trop exactement ce que c'est, je vous ai montré sur la page de résultats que vous voyez, c'est toute la partie qui a le background un petit peu saumon là. Et avec un emplacement de premium, c'est-à-dire les trois premiers résultats qu'on voit tout en haut sur la partie gauche, et ensuite tout le reste, les 7 autres résultats, sur la partie droite. Donc ça, l'avantage de ça, c'est que c'est très rapide, c'est du self-service, vous vous inscrivez à la plateforme de publicité, vous mettez votre carte bancaire, vous approvisionnez le compte, et de suite, vous pouvez aller acheter des mots-clés directement. Donc c'est un système où on paie le trafic en fait au clic, et pas du tout à la visibilité. C'est un système d'enchères qui peut parfois être un petit peu complexe à appréhender parce que le principe est relativement simple. Vous payez 1 euro du clic et vous êtes par exemple en 3e position. Sauf que si votre concurrent arrive et paye 1,50 €, lui, il obtient la 2e position, etc., etc. Sauf que des fois, quand vous avez une performance importante en fait sur un mot-clé donné, des fois, AdWords vous permet de payer moins cher pour avoir une position plus haute que votre concurrent. Donc c'est ça l'avantage du système entre guillemets, et c'est là-dessus que les optimizers AdWords vont faire aussi le boulot, et c'est tout l'intérêt de passer par des experts sur cette plateforme-là. Donc vous pouvez limiter le budget par jour et par mot-clé, et puis surtout vous restez maître de votre acquisition, c'est-à-dire que là on est dans un domaine où vous maîtrisez complètement ce que vous générez comme type de budget, ce que vous générez comme type de trafic, et ce que potentiellement vous générez comme type de conversion. Le gros inconvénient d'AdWords aujourd'hui, c'est que c'est très chronophage. Il faut effectivement une gestion quotidienne qui est nécessaire, parce que là, je vous montre en fait ce qu'est une interface AdWords, parce que c'est l'interface de gestion qu'on utilise tous les jours pour gérer les campagnes et les suivre. Et c'est vrai que si au premier abord, ça a l'air relativement simple, AdWords, c'est quand même c'est une vraie cabine de pilotage. Il y a une possibilité en fait de créer différentes campagnes, différents groupes de mots-clés, différents types de ciblage de mots-clés. On peut toucher des audiences spécifiques, on peut créer des extensions d'annonces, c'est ce que vous avez vu avec les site links, rajouter les numéros de téléphone, on peut rajouter tout un tas d'autres extensions d'annonces. Et puis ensuite, on a tout le réseau de display sur lequel on peut apparaître. Le réseau de display de Google, c'est tous les sites partenaires en fait de Google. C'est-à-dire que vous pouvez apparaître principalement sur le réseau de recherche de Google, mais aussi sur tous les sites partenaires de Google, en l'occurrence ceux qui ont la solution AdSense installée sur leur site. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. AdWords, il faut avoir un compte avec Google, il faut avoir un compte. En fait, on peut avoir un seul compte qui fait tout chez Google, chez Google+, chez Gmail, chez AdWords, donc c'est le même compte qui gère ça. Et après, donc c'est possible de choisir les mots-clés qu'on va payer pour afficher dans la liste à droite ou en haut. Tout à fait. En fonction du budget qu'on met, c'est là qu'il y a le positionnement. Et là, c'est pareil, c'est plus que c'est haut, plus qu'on clique. Oui, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est le même principe. De toute façon, on a une zone, ce qu'on appelle above the fold, c'est-à-dire au-dessus de la ligne de flottaison, qui est la zone qui concentre de toute manière toute l'attention des internautes, et sur lequel les gens vont produire des très gros taux de clics. Et justement, vous voyez dans l'interface qu'on voit les différents taux de clics sur la colonne du milieu, et c'est ça qui nous permet de prendre des décisions
en se disant, bah, par exemple, tiens, 0,92% de taux de clic, c'est trop faible, donc je dois optimiser ma campagne et je dois arriver plutôt à quelque chose comme 2, 3, 4% sur des termes donnés. Donc pour vous donner une idée après, de la mécanique en fait qu'on utilise sur AdWords, c'est relativement simple, c'est que si vous décidez par exemple de dépenser 100 euros par jour sur AdWords et que vous avez des mots-clés qui vous coûtent 0,50 euros du clic, en moyenne, parce qu'après il y a des secteurs d'activité qui sont plus ou moins chers, il y a des secteurs d'activité où vous pouvez acheter du trafic pour 0,10, 0,15, et il y en a d'autres où même à 4 euros, vous n'arriverez pas à acheter beaucoup de trafic. Quelqu'un qui clique sur le lien dans la publicité, vous allez payer, par exemple, là, 50 centimes pour ce clic-là. Exactement, Ok. c'est le principe. Donc là, vous allez générer du coup avec ce budget-là à peu près 200 visiteurs sur votre site. Admettons que vous arrivez à bien les convertir et que vous générez 10 conversions réalisées, bah, ça vous fait un coût d'acquisition client, ce qu'on appelle le CPA, à 10 euros. Et là, vous avez ce qu'on appelle un KPI, un indicateur clé qui vous permet de monitorer en fait le suivi et la performance de votre campagne. Donc après, bah, généralement, quand vous commencez votre campagne, vous avez plutôt des CPA qui sont élevés, et le but du jeu, bah, c'est d'arriver à les faire baisser progressivement en optimisant la campagne, en optimisant votre site, puisque des fois il y a des problèmes sur votre site en termes de conversion, il peut y avoir des freins dans vos formulaires, dans des choses comme ça. Et donc là, on étudie tout ça pour arriver justement à produire des coûts d'acquisition très bas. Donc, on peut vraiment suivre de A à Z quelqu'un qui clique sur le lien et après qui devient, qui vous contacte, vous, école, voilà, qui vient d'une publicité. On est chez Google. Ben oui, on est chez Google. Voilà. Donc, c'est Tout possible, voilà, on choisit mot-clé, il clique sur le à fait. lien, il vous contacte, on sait que c'est à partir de la publicité. Exactement. Et en fait, on a même des tags de conversion, c'est-à-dire des pixels en fait, des marqueurs qu'on va mettre en fait sur les sur les sur les sur les sites web au moment en fait où vous validez le formulaire, et ça permet de remonter l'information à AdWords qui du coup peut compiler toutes ces informations là. Juste deux questions. Trustpilot.com, est-ce que c'est payant ou pas? Non, C'est pas, non, c'est c'est pas juste, payant pour les c'est juste, revues. c'est pas un service de Google effectivement. D'accord. C'est un fournisseur de données de Google tout simplement parce que c'est une plateforme qui existe depuis quand même pas mal de temps, qui est plutôt objective et transparente, et c'est pour ça que Google l'a choisi. Et aujourd'hui, les internautes y vont, s'inscrivent et déposent des avis directement. Et crawlability, c'est comment les robots de Google naviguent le site. Oui, Ça, oui, ça tout à c'est fait. lié à Alors, la pardon, structure. c'est peut-être un Ouais. terme barbare, je suis désolé. Crawlability. Et Ouais. c'est la crawlabilité, c'est effectivement la capacité de votre site à se faire crawler par Google normalement. Par exemple, quelquefois dans certaines zones du site, vous avez des moyens techniques en fait de générer des URL et des contenus qui ne permettent pas à Google de crawler correctement votre site. Et c'est ça en fait qu'on appelle la crawlabilité. C'est en fait de contrôler le fait que 100% de votre site puisse être crawlé correctement par Google et rapidement, et puisse être indexé correctement derrière. Il Donc, n'aime pas la mauvaise structure, il n'aime pas les parties cachées ou. là, vous allez le frustrer. Donc, Oui. si vous frustrez après Google quand il voit qu'il y a 10 000 URL potentiels à crawler, mais qu'il n'y arrive pas à accéder correctement, vous allez le frustrer. Ça va être des signaux de mauvaise qualité que vous allez envoyer à Google, et du coup, vous allez un petit peu descendre à cause de ça. Donc pour revenir à AdWords, je vous conseille, si vous voulez un petit peu en savoir plus sur AdWords, d'aller visiter l'université AdWords qui est directement accessible sur YouTube, où vous pouvez apprendre les principes fondamentaux d'une campagne de lien sponsorisé, et sur la publicité en ligne de manière générale, mais vous avez quand même pas mal de bonnes pratiques qui sont là-dessus, et de conseils d'optimisation qui sont pour le coup très très pertinents. Après, pour l'optimisation et vraiment on va dire les choses un petit peu chirurgicales, il faudra aller plus loin, mais en tous les cas, pour dégrossir un petit peu le terrain, vous avez de très bonnes choses là-dessus qui sont très accessibles pour le coup. Si on est dans une ville en France et on est à, je sais pas, Limoges, hein, et ou à Poitiers. Si quelqu'un fait cours d'anglais Poitiers, est-ce qu'il faut qu'on fasse si on fait AdWords, est-ce qu'on fait la mot-clé cours d'anglais Poitiers, ou est-ce que c'est pas la peine de mettre Poitiers dans la mot-clé? Alors il y a deux possibilités en fait quand on fait ça. Soit effectivement vous achetez juste cours d'anglais, mais vous ciblez votre campagne, vous la géolocalisez sur les gens qui habitent Poitiers, et Oui. du coup tous les gens qui sont de Poitiers qui tapent cours d'anglais verront votre publicité et pas les autres. Soit après vous achetez spécifiquement le mot-clé de manière générique, sans targeter comme on dit l'audience sur Poitiers, et dans ce cas-là vous achetez cours d'anglais Poitiers sur
tous les gens en France qui tapent cette requête-là. D'accord. Donc c'est vraiment un choix à faire. Okay. Tout à fait. Ça, c'est justement, c'est des choix qui découlent en fait de la stratégie du client que nous, experts de cette partie-là, on doit bien comprendre pour arriver justement à décider si il faut utiliser tel type de ciblage ou tel autre. Parce qu'un responsable de formation à Paris qui a une antenne à Poitiers, si lui il est à Paris et que vous n'avez pas mis, voilà, vous avez fait les géolocalisations, lui il va pas vous, il va pas nous voir, il va tout pas à fait, vous voir, voilà. exactement. Donc il vaut mieux, voilà, en fait, Exactement. mettre le ville par exemple, si quelqu'un dans la France va chercher en dehors de Poitiers. Ok, pardon. Donc, après, je voudrais revenir sur un point qu'on a évoqué un petit peu en introduction, qui était de dire que sur la partie Google, aujourd'hui, aime de plus en plus les marques, et du coup, ça va générer un phénomène qui est que aujourd'hui, la partie branding est en train de devenir très importante. Alors, pourquoi il y a une transition qui est en train de s'opérer aujourd'hui dans le monde. On va pas débattre là-dessus, c'est pas vraiment le sujet, mais on est en train de penser quand même de l'ère industrielle à la civilisation, on va dire, de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à générer de l'émotion chez les gens. Et vos contenus, du coup, aujourd'hui, ne doivent plus répondre simplement à un besoin, mais doivent générer de l'émotion chez vos prospects pour les faire convertir et chez vos clients pour les fidéliser. L'avantage de l'empathie, aujourd'hui, qui est un petit peu le modèle sur la partie création de contenu, vous connaissez tous, je pense, les succès de sites comme BuzzFeed, de sites comme qui font les listes de les 15 meilleures manières de faire quelque chose. Vous avez dû voir ça passer souvent soit sur Facebook, soit sur Twitter. Et aujourd'hui, c'est vrai que le principe, en fait, de ces contenus-là, c'est de créer la curiosité, susciter un petit peu l'attention et puis d'arriver à générer cette empathie pour générer des partages viraux. Et effectivement, cette empathie, ça génère d'une part la mémorisation de la marque, c'est-à-dire on se souvient où, à quel endroit on a eu une émotion et par qui, et ensuite ça génère le partage social, donc c'est un vecteur très important de création de viralité, ce qui est aujourd'hui crucial pour arriver à être visible. Donc en fait, tout ça nous mène finalement au fait que une bonne stratégie SEO et une bonne stratégie de manière générale aujourd'hui est tout simplement de construire une marque sur le web. Alors c'est pas simple, c'est plus facile de le dire, mais aujourd'hui, grâce au fait que la création de contenu est devenue, on va dire, la bonne stratégie, on a accès à ça de manière relativement simple. Alors je voulais vous montrer une vidéo, malheureusement ça passera pas sur le webinar, mais je vous ai laissé l'adresse quand même où vous pouvez la consulter. C'est pour ceux qui s'en souviennent, c'est le spot en fait le spot télé de la campagne Google Chrome de 2012 avec Irma, une jeune chanteuse en fait qui était absolument pas connue et qui, avec le label My Major Company et les services de Google, a réussi à faire son trou sur le web et a connu depuis un bon succès. Donc en fait, cette campagne, elle est assez géniale parce que vous allez voir que déjà en 2012, la façon dont Google fait de la publicité, on est déjà dans l'empathie totale. C'est-à-dire que on a une chanteuse qui est jeune, qui est sympa, qui va avertir ses amis qu'elle produit en fait son album. Ses amis, par solidarité, vont la pousser et partager en fait ses contenus, ses chansons, etc. Et petit à petit, on va comprendre que, à la fin, la conclusion de cette publicité, c'est que Irma a réussi grâce à Google et au service de Google. Et en fait, tout le long de la publicité, on ne voit que les services de Google, mais de manière discrète. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est l'émotion que peuvent générer la solidarité des amis d'Irma qui promeuvent en fait ces contenus-là. Et c'est là-dessus en fait que c'est important de voir un petit peu comment Google lui-même fait sa publicité là-dessus. Donc il faut vraiment penser à sa propre marque, le faire différencier, essayer de susciter des émotions, plus qu'il y ait des émotions, de l'empathie, plus que les gens ont envie de partager.
et plus qu'ils vont se souvenir de la marque. Exactement. C'est vraiment important qu'il y ait, voilà. L'important aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à générer de l'émotion parce que c'est ce que réclament les gens. C'est les mécanismes aujourd'hui auxquels ils réagissent tout simplement. On le voit sur les taux de clics, tout simplement. Vous avez un contenu froid, il n'y a pas de taux de clic. Vous avez un contenu qui génère de l'émotion, il y a des gros taux de clics et il y a du partage viral qui est fait sur Facebook ou les autres sujets. Donc on voit bien qu'il y a une montée en gamme en fait de tous les contenus. Le roi là-dedans, en fait, ça a été Red Bull avec son opération avec l'astronaute qui a sauté sur Terre. Ils ont fait une opération absolument démente. Et ça, c'est l'apogée, on va dire, du content marketing. C'est vraiment le truc ultime où c'est une boisson en fait gazeuse qui va aller envoyer un mec dans l'espace pour sauter sur Terre. Mais c'est pareil, ça a généré de l'émotion chez les gens, ça a été visualisé je sais plus combien de fois sur YouTube, mais ça a atteint des records. Et en fait, du coup, cette émotion-là va générer des partages, va générer une mémorisation de la marque, et c'est ça aujourd'hui qui va être important de mettre en place auprès de vos internautes. Parce que malheureusement, si vous le faites pas, de toute manière, vos concurrents vont le faire. Donc on est là, on est quoi? On est dans, par exemple, quelqu'un qui est très content de pouvoir faire une présentation en anglais ou c'est plutôt sur le registre de la peur ou la frustration? Non, surtout pas. Ça doit être tout le temps des sentiments positifs. C'est des sentiments positifs, d'accord. Voilà, il faut que ce soit des sentiments qui soient positifs parce que si on commence à générer des sentiments négatifs, on peut jouer dans certains cas avec des sentiments négatifs pour produire du rire, de l'humour, etc. Mais c'est vrai que le sentiment positif, du coup, vous prenez pas de risque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun frein. Vous générez que des choses positives, donc ça va suivre après derrière. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc, non, c'était en passant parce qu'on a une manque de temps, donc. Effectivement, on va essayer de faire vite. Ouais. Alors, un exemple concret en fait, hier en France, hier, il y a un article qui est sorti sur le site 20 minutes qui parle d'un site qui s'appelle demotivateur.fr. Alors le site en fait effectivement s'inspire d'un gros site américain qui s'appelle 9gag et en fait explique très concrètement que aujourd'hui 80% de leur trafic se fait sur les articles et non sur les photos. Et ceux qui marchent le mieux sont ceux dans lesquels les gens se reconnaissent comme les 10 pires choses que seuls les gauchers peuvent comprendre. Et des articles à potentiel d'émotion fort qui touchent et donnent envie de partager. Un de leurs articles par exemple sur la sécurité routière a été partagé 400 000 fois. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le branding, c'est pas quelque chose que je vous livre comme ça et qui est mon nouveau dada ou autre. C'est que c'est quelque chose qui marche aujourd'hui, qui est devenu le credo de toutes les marques, que toutes les marques sont en train de s'approprier, et qu'à partir de noms de domaine pas forcément super sexy, demotivateur.fr, on a quand même peut-être trouvé mieux comme nom de domaine, mais à partir de ce nom de domaine-là, ils sont arrivés à produire un contenu, un format, générer de l'émotion forte, et finalement ils arrivent à créer une marque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va pouvoir partager les contenus, et dès qu'on sait que c'est du demotivateur.fr, on sait que c'est du contenu, voilà, qui va susciter quelque chose. Et en plus, ce contenu-là, c'est du contenu très pragmatique. On n'est pas dans du contenu qui génère de l'émotion pour se faire plaisir, on est dans du contenu, c'est le deuxième passage, dont le fondateur explique que le mélange fonctionne à merveille. Ça a généré plus de 15 millions de visiteurs uniques et 50 millions de pages vues chaque mois. Et plus d'un partage par seconde sur Facebook. Ce site existe depuis 2010. Hein. Oui, donc il y a un article sur la sécurité routière, par exemple, qui a été partagé 400 000 fois. Tout à fait. Donc il faut vraiment qu'on vise des articles, qui n'est pas la thématique la plus sympa qui soit. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas voilà. très, voilà. Et pourtant, voilà, ça a réussi à générer 400 000 donc plus concret, les contenus qui risquent d'être partagés, mieux qu'on est au niveau du référencement et mieux que les sites comme des motivateurs ont envie de nous référencer. Non, pas du tout. Enfin, eux ne vont pas nous référencer. Après, c'est surtout, en fait, cette capacité à générer de l'émotion, aujourd'hui, on voit bien que c'est ce que les gens attendent, que c'est les ressorts sur lesquels les gens réagissent et que surtout, ça nous permet de créer du trafic. Et de ce trafic va découler la qualification après sur votre site qui va vous permettre de générer des conversions. En fait, c'est ça le point auquel je veux en venir. C'est-à-dire que vous devez apprendre à créer des contenus qui vont parler à vos prospects, qui vont parler à vos clients pour arriver à mieux les convertir après derrière. Puisque si vous arrivez juste avec votre produit et que vous leur expliquez que c'est un produit génial et que c'est le meilleur du monde, ça suffit plus aujourd'hui. Ça suffit plus, hein. La vitrine suffit plus. Exactement. Alors, par exemple,
je vais vous donner un autre exemple concret de pourquoi le branding est devenu ultra important aujourd'hui. On a les écoles d'Harvard et du MIT qui ont par exemple depuis quelque temps déjà sorti un magazine euh, qui est axé justement sur toutes les découvertes scientifiques, sur du management, sur les différentes matières en fait qu'ils peuvent enseigner au quotidien là-dessus. Donc j'ai trouvé que cet exemple allait bien à votre secteur d'activité parce que si Harvard et la MIT font ça, c'est qu'ils ont très bien compris quels étaient les ressorts aujourd'hui sur le web, quelle était la manière dont il fallait communiquer sur le web. Et d'ailleurs, qu'on s'y trompe pas, on voit bien que par exemple sur le site d'Harvard, ce que je vous ai mis en dessous, il y a des objectifs qui ont été faits en fonction de buyer persona. Alors buyer persona, c'est vos types en fait de prospects ou d'acheteurs. C'est le profil. Exactement, c'est les profils, c'est la segmentation en fait de vos prospects. Et on voit bien que tout en haut, ils nous ont mis un petit espace avec for educators, for corporate buyers et pour leurs étudiants directement. Donc en fait, ce magazine est simplement le honeypot entre guillemets qui permet d'attirer les prospects éventuels et enfin de les convertir sur des objectifs très précis. C'est un vecteur de communication et de partage, etc., pour faire venir du trafic, mais en fait, indirectement, leur objectif, c'est d'avoir des clients, des prospects pour leur école. Et là-dessus, ils sont très forts parce que leurs contenus sont vraiment d'un contenu de très bonne qualité. On dit que ce qu'on appelle les gros contenus prennent quasiment 40 heures à produire. Et c'est ce que font ce type d'école aujourd'hui. C'est quoi un grand contenu? C'est quoi? C'est une page? Non, un gros contenu, en fait, c'est dans le domaine du content marketing, on a le contenu classique et le contenu d'actu qu'on peut présenter tous les jours ou autre. Ouais. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le big content. Ça va être une grosse infographie ou un gros dossier ou un gros sujet ou un article qui fait plus de 2000 ou 3000 mots. Et donc, généralement, c'est un sujet où il faut approfondir les recherches. C'est pas un sujet qu'on va écrire en 1 heure ou 2 heures. Et il faut à peu près le temps de faire les recherches, de faire des infographies, de trouver les données brutes qu'il faut pour illustrer le sujet. C'est un contenu qui, à la louche, voilà, mais 40 heures à produire. Mais ça, on n'a pas le temps de le faire. Il va falloir trouver le temps. Ah bon? Après, on peut passer du temps à essayer d'acheter de la publicité sur un 4x3 à la télé, hein, mais vous aurez mieux fait de produire 40 heures de contenu que d'aller investir dans la télé, par exemple. Même si la télé, c'est un autre sujet, ça participe aussi à la marque. Un exemple un peu plus précis, par exemple, dans votre secteur, c'est un des sites que m'a montré Joss, et qui est plutôt bien fait, ou en tous les cas qui évolue vers ce genre de contenu. C'est un site qui, par exemple, fournit des services de cours de langue espagnole à Madrid. À Madrid, et qui sur son site va illustrer en fait tous les sujets liés à la langue. Donc en fait, il propose des cours de danse espagnole, il propose tout ce qui est langue espagnole et business, langue espagnole et différentes thématiques. Et à chaque fois, ils font un petit contenu sympa avec 2-3 petites photos rigolotes. Mais en tous les cas, ça permet de donner un côté sympathique à la marque. On a toujours cette partie branding qui est travaillée. Et ils vont même plus loin jusqu'à, par exemple, expliquer quelle est la culture à Madrid, qu'est-ce qu'on peut faire à Madrid, comment s'y rendre, quels sont les prix pour trouver un hôtel, pour trouver un hébergement ou autre. Et en fait, c'est là qu'ils arrivent aussi à faire la différence entre un site classique qui va uniquement en fait vendre ses formations et s'en tenir au descriptif du contenu de sa formation, et de quelqu'un qui va vendre sa formation, bien entendu, mais qui en même temps va vendre toute l'expérience que pourrait produire l'apprentissage de sa formation autour. Il faut vraiment créer un univers complet de l'expérience de l'apprenant, que ce soit corporate, professionnel ou particulier, voilà. Tout à fait. Peu importe. Exactement. Il faut vraiment avoir un univers complet. C'est ça. Et c'est là aujourd'hui où les instituts vont faire la différence, c'est-à-dire que si demain il y a un institut qui commence à faire du MIT ou du Harvard Business School-like, forcément il va avoir un gros temps d'avance, et puis en termes de marque, ça va générer beaucoup de partage, ça va générer beaucoup de trust, il arrivera facilement à se positionner sur toutes les requêtes sur Google, alors que vous produirez de gros efforts à acheter des liens ou à faire différentes optimisations sur le site, mais je vous garantis que ça sera sans succès pour le coup. Voilà, on va essayer de passer rapidement sur la fin parce que on a quand même un petit peu dépassé.
Donc, je vous laisse respirer un petit peu parce que ça fait beaucoup de choses à avaler. Bon, il y a l'enregistrement aussi, hein, donc Bon, pour repasser, pour revoir. tout va bien alors. Mm. On va juste finir sur la partie analyse parce que il faut pas s'inquiéter non plus de tout ça. On a quand même des outils qui nous permettent de prendre des décisions au quotidien. Ces outils-là sont plutôt très bien faits et produisent énormément de données. Et gratuit. Ils sont gratuits pour la plupart, effectivement, mais pas tous. Hein. Et après, surtout, ça va nous permettre de piloter un petit peu nos stratégies en fonction des retours qu'on a. Donc le premier outil, c'est Google Webmaster Tools, qui permet de suivre les performances SEO de son site. Donc Google Webmaster Tools, par exemple, permet de monitorer toutes les expressions sur lesquelles vous remontez sur Google et qui correspondent à vos objectifs et votre stratégie SEO. Si par exemple dans ces listes de mots-clés, vous voyez des mots-clés qui n'ont rien à voir avec votre activité, c'est qu'il est normalement temps de corriger un petit peu le tir, soit sur la partie contenu sur votre site, soit en fait d'essayer de comprendre pourquoi il y a des choses comme ça qui remontent. Et cette vision-là, Google vous la donne à travers Webmaster Tool. Il y a un petit décalage de 2 jours de stats, mais vous savez exactement combien de fois votre site est affiché sur Google sur les différentes requêtes et combien de fois il a été cliqué. Donc ça, en fait, ça vous permet de travailler sur tout un tas de sujets. Ça vous permet de travailler votre position moyenne, c'est-à-dire est-ce que finalement il ne faut pas renforcer la qualité de vos contenus sur une sémantique donnée, par exemple sur votre site, pour arriver à remonter, ou finalement est-ce que vos titres et vos descriptions que vous faites apparaître dans Google, est-ce qu'elles sont bien faites ou pas? Vous le voyez directement avec le CTR, c'est-à-dire que si vous avez un CTR de 2% sur un mot-clé, c'est forcément moins bien que si vous avez un CTR à 5, 9, 10, 15%. Ça, c'est le pourcentage de clics sur le nombre d'impressions. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est le pourcentage de clics sur le nombre d'impressions et en fait, ça mesure l'intérêt de l'internaute pour votre contenu. Et l'intérêt sur une page de résultats, il est surtout suscité par le titre que vous choisissez ou par la description publicitaire pour le coup qui est sur le site. Et du coup, c'est ces éléments qu'il faut travailler pour améliorer le taux de clic, donc améliorer la génération de trafic potentiel sur le volume d'impression global. Donc vous avez aussi la couverture globale, c'est-à-dire que par exemple sur ce site-là, vous voyez qu'aujourd'hui il réagit sur 5700 requêtes et vous savez en permanence quelle est la profondeur entre guillemets de gamme que vous avez. Si vous travaillez, vous mettez en ligne plusieurs types de contenus différents, il est normal qu'au bout d'un moment vous allez passer de 5700 à peut-être 7000 à 8000 et c'est comme ça que vous allez mesurer l'impact de vos actions en termes de référencement. Webmaster Tools donne aussi pas mal d'autres informations, notamment permet de mesurer toute la partie volumétrie des backlinks et la qualité de ces liens aussi. Donc ça, il faut surveiller ces profils de liens parce que aujourd'hui, ça fait partie du cœur du combat de Google sur la partie SEO de pénaliser certains types de liens. On a Penguin 3 qui est sorti ce week-end et qui a fait encore quelques ravages. Mais bon, ça fait quand même un an ou deux que les annonceurs, de manière générale, travaillent sur cette partie linking. Ils font plutôt du bon boulot. Donc en France, ça a eu très peu d'impact. Mais par contre, du côté des Black Hat SEO, ça a fait un peu de dégâts. C'est pour ça que tu insistes sur le fait qu'il faut qu'il y ait des sites qui partagent, des sites de qualité qui partagent des liens vers leur site, et c'est ça que ça fait remonter la... C'est ce que j'appelais tout à l'heure des backlinks propres. Alors, j'ai pas insisté sur le terme propre parce que c'est un sujet qui est très vaste, mais effectivement, c'est important d'avoir des liens de qualité parce que votre profil de lien, il est scruté par Google, et si vous avez 80% de vos liens qui sont des liens de mauvaise qualité, en fait, vous n'allez pas avoir autant de patates qu'un site qui a 10, 15, 20 liens, mais qui sont de très bonne qualité. Donc ensuite on peut mesurer aussi le temps de téléchargement d'une page, c'est-à-dire on va mesurer les temps d'accès en fait que vous pouvez avoir à votre site, mais selon la vision de Google. Donc là en fait le petit graphique que vous voyez, c'est vraiment la mesure de la vitesse de votre site par Googlebot. Donc là c'est important de voir si côté IT, vos développeurs mettent pas en ligne des bugs, si votre hébergeur a pas un problème sur sa plateforme, et en tous les cas, vous pouvez constater ça de manière hebdo, et le mieux c'est de le regarder tous les jours en tous les cas. Google communique aussi avec nous, ils se sont beaucoup améliorés ces dernières années là-dessus, et vous pouvez récupérer des notifications importantes dans Master Tools qui vous permettent de remonter certains problèmes. Donc là on voit le site a eu des indisponibilités, Google n'a pas réussi à accéder au site,
Pour améliorer la crawlabilité, la fameuse du site, on a augmenté la vitesse d'exploration à un moment donné. Voilà, on peut avoir tout un tas d'erreurs et d'infos qui remontent, donc ça, pareil, il faut le checker régulièrement et régler les problèmes quand il y en a. Donc ça, c'était pour la partie purement SEO et vision de Google de votre site. Et ensuite, on a un autre outil qui s'appelle Google Analytics, que vous devez probablement connaître et qui permet de mesurer votre audience, mesurer vos conversions et le comportement de vos utilisateurs. Donc je vais passer là-dessus assez rapidement parce que je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Mais aujourd'hui, Google Analytics vous permet de suivre le trafic au global et par source d'acquisition, les liens sponsorisés, le référencement naturel, les accès directs, l'emailing, vos partenariats potentiels à côté, vos campagnes de pub display à côté. Et vous pouvez voir un petit peu le comportement utilisateur en regardant le nombre de pages vues par session, la durée moyenne des sessions, le taux de rebond, et vous avez bien sûr les indicateurs quantitatifs habituels que sont les sessions, les utilisateurs et les pages vues. Ce qui commence à devenir intéressant dans Google Analytics, c'est quand vous mesurez spécifiquement vos conversions, c'est-à-dire que vous créez des objectifs dans Google Analytics et que vous les mesurez. Et là, pour le coup, vous allez être capable d'aller voir, par exemple, vos taux de conversion par levier d'acquisition. Par exemple, vous avez le paid search qui va produire X sessions, qui va avoir tel type de comportement et qui va générer Y conversion derrière. Ça, vous allez pouvoir le monitorer et le comparer par rapport aux autres leviers. Et du coup, ça vous permet de voir un petit peu en termes de budget où vous devez concentrer vos efforts. Donc, la colonne à gauche, c'est vraiment de multicanal. C'est d'où viennent les visiteurs au site. Exactement. Paid search, c'est AdWords. Organic search, c'est SEO. Direct, c'est quelqu'un qui a le lien dans un mail, par exemple. Et le referral, c'est quoi? Alors, le referral, c'est des sites partenaires. C'est des gens qui ont un lien sur des sites externes. D'accord. Display, donc c'est aussi la pub. Et social, donc c'est les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter, etc. Et puis email, c'est l'emailing ou un mail qui est envoyé, ils arrivent à l'avoir. Donc il faut vraiment une approche multicanal pour générer du trafic. C'est crucial si on veut savoir d'où viennent ces internautes et puis surtout de mesurer où il faut concentrer les efforts dans son budget. C'est clair que c'est vraiment très important. On voit que par exemple l'emailing aujourd'hui est un canal qui génère pas forcément beaucoup de trafic, mais ça génère souvent des conversions très élevées. Oui. C'est un modèle que vous pouvez appliquer à tous les sites. À contrario, le modèle du paid search génère beaucoup de volume, ça coûte très cher, mais ça produit des niveaux de conversion qui sont aussi largement satisfaisants. Donc après voilà, l'arbitrage et la gestion de votre budget va se faire en fonction de tous ces éléments-là. Ok, alors on va juste donner 10 minutes, hein, donc on va dépasser les 10 minutes le webinaire, d'accord? Donc là on a une question, nous utilisons AdWords en interne depuis plusieurs années, toutes nos annonces pointent par défaut directement vers la page contact avec un formulaire à compléter. Sans mot de référence annonce indique devons-nous créer des pages de destination spécifiques en fonction des annonces? Une très bonne question. Très bonne question. Donc, quelqu'un qui utilise déjà AdWords, mais ça va directement vers un formulaire de contact et pas vers une page spécifique. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si tout le monde a accès à la question ou pas. Non. Il faut Donc, quelqu'un pose la question, effectivement, c'est Maxime qui pose la question de savoir, il a une campagne aujourd'hui CPC, et tous ces mots-clés pointent par défaut vers une page contact avec le même formulaire, sans référence à l'annonce cliquée. Donc, il pose la question tout à fait légitime de savoir s'il faut créer des pages de destination spécifiques en fonction de l'annonce. La réponse, je pense que si vous posez la question, vous connaissez déjà la réponse elle est forcément oui. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui est personnalisé permet d'augmenter drastiquement les taux de clic. Aujourd'hui, par exemple, on voit bien sur les pages de résultats de Google, quand vous tapez, par exemple, cours d'anglais, si l'annonce comprend le mot-clé cours d'anglais, elle est 2 fois plus cliquée que si le titre ne contient pas cours d'anglais. Donc, on a le même principe pour la page destination. Quand vous arrivez en fait sur votre formulaire, sur votre page contact, ou même d'autres clients font la même chose avec généralement le fait de tout rediriger vers la page d'accueil. Sur la page d'accueil, on doit avoir une landing page qui est vraiment spécifique aux mots-clés qu'a tapé l'internaute. C'est de cette manière que vous allez démultiplier en fait vos conversions. Sinon, l'internaute a généralement prendre très peu de temps pour juger. Vous avez dû déjà entendre des choses comme l'utilisateur met 3 secondes à se décider pour mener tel type d'action, etc. Et c'est vrai, les utilisateurs de manière générale prennent des décisions rapidement qui sont pas forcément très rationnelles non plus, mais nous, on doit travailler de manière à ce que tout soit contextualisé, tout soit ciblé par rapport à la demande pour que l'expérience utilisateur soit bonne et que surtout les taux de conversion soient très élevés. Donc effectivement, les pages de destination, il faut toutes
toutes sans exception les personnaliser. Alors là, on a aussi une question intéressante de Roman Johnston qui demande comment gérer le partage social dans le cadre du B2B. Là où les cibles premières sont les responsables de formation. Alors c'est vrai que dans un cadre B2B, les partages sociaux c'est un peu plus compliqué. Et dans ce cas-là, il va falloir prendre la notion de partage social au sens large. C'est-à-dire que, je donnais un exemple. Aujourd'hui, si vous avez un service de téléconférence, par exemple, un service de conf call, qui est un sujet que je connais un petit peu bien, c'est aussi à destination de professionnels. Et c'est vrai que vous n'allez pas pouvoir vous amuser à faire partager des contenus sur Facebook, etc. Mais il y a quand même une création de contenu qui est possible de manière large. Comment organiser une conférence téléphonique, comment bien animer un webinar, par exemple, ou d'autres questions de ce genre-là qu'on peut quand même arriver à produire pour générer des partages. Mais après, la question va se porter sur le partage social au sens large, qui va être finalement quel est le meilleur vecteur en B2B du partage social, c'est l'email, tout simplement. C'est-à-dire que dans les emails que vous produisez, d'une manière ou d'une autre, essayez de placer en signature un petit lien vers vos produits ou vers vos contenus. Et il y a peut-être des choses à personnaliser là-dedans dans la manière dont vous communiquez avec les responsables de formation pour arriver justement à générer de la viralité. Alors après, c'est vraiment propre à chaque métier, il faut un peu réfléchir pour voir, mais même en B2B, il y a quand même des partages sociaux qui sont possibles à mettre en place, même si effectivement ça sera jamais aussi permissif et aussi large que ce qu'on peut faire en B2C traditionnel. J'ajouterais à ça que vous pouvez aller sur LinkedIn. Hein. LinkedIn, c'est le réseau B2B par excellence. Voilà, vous pouvez très bien publier des articles, vous pouvez faire des discussions dans des groupes avec les responsables de formation, vous pouvez publier des discussions, des articles dans des groupes de responsables de formation. Vous pouvez devenir la plateforme B2B qui permet de centraliser les discussions aujourd'hui, par exemple. Il y a toujours des alternatives. Hein, donc, voilà. Alors, on va continuer. Donc pour finir là-dessus, on reprendra les questions juste après. Oui. Donc sur Google Analytics, on a aussi toute la partie pour constater la manière dont les utilisateurs consomment le contenu. Donc je passe là-dessus, mais c'est la volumétrie de chacune de vos pages et puis les taux de rebond, les durées de session, etc. qui nous donnent quand même beaucoup d'infos sur les types de contenus qui sont appréciés chez vous ou pas. Ensuite, on a d'autres outils. Il n'y a pas que Analytics et Webmaster Tools, bien entendu. Il y a aussi tout un tas d'autres outils qui existent sur le marché. Certains sont payants, celui-là l'est en l'occurrence, qui vous permettent, par exemple, là c'est BuzzSumo qui nous aide à détecter des contenus viraux, on va dire, sur les réseaux sociaux et qui peuvent vous inspirer directement pour votre propre site. Donc, vous allez voir des articles sur des sujets précis, vous allez voir le nombre de partages qu'il y a eu, et en fonction du potentiel de partage selon la thématique, et selon le réseau, puisqu'effectivement on communique pas de la même manière sur Facebook que sur Twitter, que sur LinkedIn ou sur Pinterest, hein, c'est important, faut le garder en tête, vous allez pouvoir voir un petit peu quelles sont les typologies de contenu qui marchent. Donc, pour finir là-dessus, une fois que vous avez réussi, on va dire, à trouver la clé pour générer du trafic qualifié, que vous avez du volume et que tout marche comme vous voulez, d'abord bravo, parce que c'était quand même dans cet environnement c'est pas si simple, mais vous voyez quand même qu'il y a des voies qui existent pour le faire, mais vous allez aussi pouvoir surtout monétiser une partie de votre trafic avec un produit qui s'appelle Google AdSense pour générer des revenus supplémentaires. Et effectivement, Google AdSense, comme vous l'avez dit, Joss, c'est un produit sur lequel j'ai été accrédité. On n'a été que 15 agences dans le monde à avoir été accréditées là-dessus, parce qu'on est un petit peu au cœur, on va dire, du business de Google, puisque la publicité, c'est 95% de leur chiffre d'affaires. Donc pour le coup, c'était quelque chose d'expérimental au départ. C'est devenu un programme complet. Et c'est ce que je propose aujourd'hui aussi dans mes services. Donc AdSense, c'est la possibilité de pouvoir mettre en fait un blog publicitaire sur votre propre site web et qui vous permet en fait de partager les revenus avec Google. Donc en gros, vous affichez la publicité de Google sur votre site, vous avez un contrôle sur la diffusion, c'est-à-dire que si vos concurrents s'amusent à essayer d'acheter les emplacements, vous pouvez les blacklister dans tous les cas, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est surtout un blog qui vous donne accès aux 2 millions d'annonceurs AdWords. Donc là, on avait AdWords, vous achetez de la pub,
Et là, en fait, on passe de l'autre côté, on passe côté vendeur, côté éditeur, où vous allez pouvoir afficher sur votre site tous les gens qui achètent sur AdWords. Et bien sûr, vous pouvez personnaliser l'affichage, etc. Donc Google AdSense, c'est effectivement une plateforme gratuite qui permet d'afficher la publicité de Google AdWords sur votre propre site web, quelle que soit la taille de votre site et son volume de trafic en échange d'une rémunération. Il n'y a pas effectivement de minimum de trafic, quoi. C'est un moyen de gagner de l'argent grâce au trafic qui est sur votre site. Tout à fait. Ouais. La logique en fait de ça, c'est de dire, en fait, mon acquisition de trafic se passe plutôt bien. J'ai X milliers de personnes qui viennent tous les mois sur mon site. La question, c'est que globalement, sur 100 personnes qui viennent sur votre site, finalement, il n'y en a que 30, 40, 50 qui sont réellement intéressés par votre produit. Pourquoi ? Parce que le taux de rebond moyen d'un site se situe autour de 50-60%. Et que là-dessus, sur cette partie du site, vous avez que 3 ou 4 personnes qui vont réellement acheter vos produits. Donc en fait, là, on est vraiment dans la monétisation du trafic qu'il y a sur votre site, mais qui sert à rien. En gros, les 50 mecs qui viennent sur votre site et qui font finalement que passer, qui sont pas forcément intéressés par vos produits, ceux-là, on va les faire sortir par la publicité. Comme ça, ils vont cliquer sur votre publicité et ils vont vous ramener de l'argent au passage. Ok. Donc par exemple, on a sur cette page d'un site issu du voyage, on a un module AdSense texte qui est tout en haut à droite. C'est les liens orange où vous voyez vol Paris-Bangkok, vol au départ de Nice, etc. Et on a un module aussi tout en bas qui est aussi de l'AdSense, qui lui pour le coup est graphique. Donc en fait, on a les deux modes d'affichage de publicité qui sont possibles. Voilà, c'est fini. Je vous remercie. Là, on a fait un grand tour de tous les outils donc de génération de trafic. Voilà, là vous avez les coordonnées. Juste pour aller plus loin, vous aurez la fin du webinaire aussi. On va répondre à d'autres questions. Si vous voulez contacter donc Pierre, c'est pierre@firebots.fr. Qu'est-ce que Pierre peut faire ? Voilà, stratégie sur référencement, stratégie pay per click, stratégie du contenu. Alors il va pas générer les contenus pour vous, mais il va vous expliquer comment faire, mesurer l'audience, et puis voilà, comme la dernière partie, monétisation du trafic. Donc il intervient, c'est pratiquement tous les champs d'intervention que là qu'il a présenté aujourd'hui. Moi, je n'hésite pas à le recommander. J'ai travaillé déjà avec Pierre de façon très efficace. Donc voilà, pour moi, le site est important, mais comment pousser les gens vers votre site aussi important. Il faut avoir une vraie réflexion, une vraie stratégie là-dessus. Donc je vous encourage vraiment à prendre les coordonnées de Pierre et de le contacter, ne serait-ce que c'est pour une conversation à 10-15 minutes pour se situer. Avec moi, donc c'est plus dans la formation. Donc là, vous avez 2 formations, voilà, que je vous encourage vraiment à en profiter avant la fin de l'année. Vous avez dynamisé vos ventes en formation linguistique, donc c'est le 27-28 novembre à Paris. Voilà, on travaille vraiment sur la confiance, voilà, comment prendre la confiance pour remonter en commercial. C'est les techniques commerciales dans la globalité. Oui, on touche tout ce qui est réforme. Il y a donc les nouveaux décrets, normalement, ou la fin des décrets vont sortir le 12 novembre. Donc, normalement, le 27-28, on va pouvoir explorer l'ensemble de ce qui se passe avec la réforme de la formation professionnelle. La réponse est oui, on va discuter une grosse présentation la matinée du 27. C'est ouvert à tous. Avant, c'était vraiment pour les débutants, mais là, comme la réforme est tellement importante, voilà, si vous avez besoin de vraiment vous préparer pour 2015, c'est là qu'il faut le faire. Donc, c'est une boîte à outils au niveau de la stratégie marketing, au niveau de les techniques de vente, au niveau de prise des rendez-vous téléphoniques, au niveau de la réforme, tout ce que vous avez besoin pour vous préparer si vous êtes conseiller commercial, si vous êtes formateur indépendant aussi. Voilà, 2 jours vraiment super à Paris ensemble. Le prix, donc, c'est 1 200 €. Ça comprend le repas, ça comprend une formation que j'ajoute en ligne, ça comprend les 2 jours d'animation, ça comprend les slides de la présentation sur la réforme, ça comprend le support pédagogique, ça comprend énormément de choses. Et puis donc, comme le DIF va être transformé en CPF et on ne sait pas, voilà, forcément, voilà, moi je pense pas que nos formations seront certifiées. Donc, si vous avez du DIF, je vous encourage à en profiter maintenant. Si vous êtes formateur indépendant, gérant non salarié, oui, on peut utiliser la FIF PL pour financer la formation. Donc, il y a des possibilités de financement très intéressantes. Ça, c'est donc pour la partie dynamiser vos ventes de formation. Donc, ces 2 jours, c'est vraiment l'horizon complet pour vous préparer pour 2015. Après,
par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, si vous avez déjà fait la formation avec moi en dynamisé et vous voulez vraiment juste faire le marketing, là, c'est notre journée, donc c'est le 18 décembre à Paris. Et là, on touche que les parties marketing stratégique. Donc, tout ce qui est référencement, tout ce qui est préparation de votre plan marketing, tout ce qui est cible, voilà, que ce soit là, les apprenants pour le CPF ou le responsable formation, comment faire les recommandations. Bien sûr, aussi, on va toucher sur la réforme, sur comment vous préparer au niveau de votre offre, au niveau marketing pour la réforme. C'est ouvert à tous. Les gens qui ont fait dynamiser, vous pouvez venir faire cette formation aussi. Si vous voulez pas faire dynamiser, vous pouvez venir quand même. Il n'y a aucun souci. C'est complémentaire, c'est différent de dynamiser. Donc c'est autre chose. Je vous encourage à venir en grand nombre. C'est 600 euros, donc ça comprend le même support, le même repas, etc. Comme pour dynamiser. Et on le fait à Paris. Et pareil pour le financement aussi. Donc je vous aiderai là-dessus. Si vous venez voilà dans un réseau, si vous êtes nombreux, si vous faites association de TESOL, etc. Aussi, voilà, je suis prêt à voir avec vous au niveau de remise si vous venez en grand nombre. Voilà, donc ça c'est deux moyens de vous former. Vous pouvez aussi contacter Pierre. Voilà un petit témoignage, je vous laisse le lire. Maintenant, on va répondre aussi aux questions sur les prestations de Pierre, sur moi, sur autre chose que vous faites. Voilà, donc autre question. Pendant que vous lisez un petit témoignage, donc on a comment calculer l'acquisition si on ne propose pas de paiement en ligne. Donc là, c'est le niveau de conversion. Donc des gens qui visitent le site, voilà, comment on fait la conversion s'il n'y a pas de. Alors, généralement, même si vous n'avez pas directement de paiement en ligne, vous avez d'autres formes de conversion. Ça peut être, par exemple, le fait de remplir un formulaire, le fait de récupérer une adresse email ou le fait de valider une action, tout simplement au sens large. Et en fait, c'est ça qui va être intéressant de définir à un moment donné avec vous et de dire, bon ben voilà, il y a des contacts en fait à produire. On va mettre un tag de tracking en fait sur le bouton de contact qui valide le fait que la personne a bien déposé son email ou qu'il a bien correctement rempli le formulaire. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va orienter la campagne sur le fait que la conversion représente l'acquisition d'un contact et plus l'acquisition, plus le fait de produire une vente tout simplement. Donc voilà, donc l'achat, comment on fait pas de l'achat pour une formation professionnelle, c'est pas ça ce qui est intéressant, c'est le fait que la personne contacte l'école, contacte la personne. Et c'est là qu'on va mesurer l'efficacité du site. Oui, parce qu'après, on peut par exemple, si on sait que on arrive à générer à partir de la campagne X contacts, vous savez quelle est votre capacité de convertir ces contacts quand vous les avez au téléphone, et après, on prend en compte cette donnée-là avec vous quand on fait des reportings mensuels ou autres, pour ajuster le budget de la campagne ou ajuster tout simplement le type de ciblage qu'on fait sur la campagne pour acquérir peut-être des contacts plus ciblés, des contacts que vous arriverez à transformer plus facilement après au téléphone. Donc voilà, ça c'est des échanges qui sont de toute manière indispensables entre l'annonceur, le client et son agence dans tous les cas. Pareil, je vous ai expliqué l'importance de proposer des cadeaux sur votre site la dernière fois. Si quelqu'un fait un test d'anglais sur votre site, vous pouvez mettre un petit code pour comprendre voilà, le nombre de personnes, quel est le pourcentage des gens qui remplissent aussi le test. Donc, tout doit être mesuré, hein, il n'y a pas de secret. Hein, vous devez toujours suivre, c'est la base. On ne peut pas améliorer, on ne peut pas vraiment faire tout ce qui est qualifié sans mesurer l'efficacité du site. Et c'est pour ça que Pierre vous a présenté le Webmaster Tools et Analytics que moi-même j'utilise pour mon site lingway.net. Ok. Alors, autre question. Google analyse-t-il la page de la destination si elle amène-t-il le coupe-clic de la position de l'annonce? Oui. Oui, tout à fait. Google a des petits robots de qualité, on appelle ça, qui va analyser la page de destination et qui, en fonction de ce qu'il va trouver dedans, en fonction de du temps d'accès de cette page, ça va participer au score de qualité global en fait de l'annonce sur la campagne AdWords, et du coup ça peut effectivement améliorer le CPC, la position de l'annonce, puisque une page qui a un quality score très important va pouvoir se positionner plus haut avec un budget un petit peu moindre qu'une page qui a des problèmes de temps d'accès, qui n'a pas les bons mots-clés sur la page, ou qui n'a pas la bonne structure, on va dire, de page. Donc généralement, il faut essayer d'avoir ce qu'on appelle des QS, des scores de qualité, qui soient, on va dire, supérieurs à 6. Donc en fait, chaque page est analysée. Hein.
Hein, vous l'avez Tout à compris, on n'est plus sur la page d'accueil, on n'est Mm. plus sur les qualités de la page d'accueil, on est sur des pages individuelles. Hein, donc chaque page que vous mettez en ligne sur votre site, faites attention que la page soit de qualité parce que Google l'analyse. Hein, donc c'est vraiment un ensemble de pages et pas juste la page d'accueil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je laisse les coordonnées, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous nous posez? S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier hein, de votre participation, de toutes vos Merci à questions. tous. C'était vraiment super. Merci beaucoup, Pierre. Hein. Merci à toi, Joss, de avec m'avoir plaisir. invité. Je vous encourage maintenant pour aller plus loin parce que là, c'était vraiment très, très complet. Si vous voulez vraiment de l'aide, faites appel à Pierre, faites appel à moi, bien sûr. C'est mon métier. J'espère donc vous revoir nombreux pour les formations avant la fin d'année. J'insiste sur la réforme, hein, on a des réponses concrètes là-dessus, et j'insiste sur le fait que maintenant, comme dit Pierre, le consommateur, qu'il soit entreprise, responsable formation, apprenant, il fait des recherches sur Internet. C'est vraiment le vecteur numéro un maintenant pour trouver des clients. Ok, allez, merci beaucoup. Hein. Allez, merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.